L'égalité des accroissements finis est un théorème que l'on peut considérer comme une généralisation du théorème de Rolle. En fait, le contexte du théorème est très proche de celui du théorème de Rolle, puisqu'on a ici une fonction qui est définie sur un segment AB, et que l'on considère continue sur le segment AB, et dérivable sur au moins l'intervalle ouvert. On voit que par rapport au théorème de Rolle, il ne manque qu'une seule hypothèse, le fait que f de A soit égal à f de B. Ici, cette hypothèse, on ne la fait pas. La conclusion du théorème change. Au lieu de dire qu'il existe un point strictement compris entre A et B où la dérivée ici s'annule, eh bien ça devient qu'il existe un point où la dérivée f' de C vaut f de B moins f de A sur B moins A, c'est-à-dire l'accroissement de la fonction f entre A et B. Sur le dessin, cet accroissement, eh bien c'est la pente ici de la corde qu'il y a entre ce point-là du graphe et ce point-là du graphe. Géométriquement, le théorème dit la chose suivante. Il existe un C compris strictement entre A et B, en lequel la tangente au graphe de f admet une pente qui est la même que cet accroissement entre A et B. Autrement dit, entre A et B, il existe une tangente au graphe AF qui est parallèle à la corde entre les deux points en A et en B. Le théorème est bien une généralisation du théorème de Rolle, puisque si jamais on rajoute l'hypothèse f de A est égal à f de B, que donne ce théorème? Eh bien, étant donné que ici, le numérateur dans l'accroissement va être nul, eh bien, l'accroissement lui-même va être nul, et ce théorème, l'égalité des accroissements finis, va donc bien dire qu'il existe un C tel que f' de C est égal à 0. On retrouve le théorème de Rolle. Il s'agit, comme le théorème de Rolle, d'un théorème d'existence théorique, puisqu'il dit il existe un C compris entre A et B, mais il ne dit absolument pas comment obtenir ce C ni ce qu'il vaut. Et puis enfin, on va le voir, c'est un théorème qui a beaucoup de conséquences dans ce chapitre sur la dérivation, mais on va commencer d'abord par démontrer ce théorème. L'idée, c'est d'essayer de se ramener au théorème de Rolle. Regardez, c'est très géométrique. Pour passer de cette situation-là, c'est-à-dire la situation du théorème de Rolle, à cette situation-là, c'est-à-dire celle qui nous intéresse, l'égalité des accroissements finis, on voit géométriquement que ce qui s'est passé ici, c'est qu'on a pris la fonction de gauche et qu'on lui a, entre guillemets, rajouté une pente. Autrement dit, on lui a rajouté une fonction affine du type P fois T, où P c'est ce fameux accroissement ici, f de B moins f de A sur B moins A. On va tout de suite le poser, comme ça ce sera fait. Du coup, maintenant, si nous, on veut faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir d'une fonction f à droite et essayer de se ramener au théorème de Rolle, eh bien, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va enlever cette pente à la fonction f. Le but étant d'obtenir une fonction qu'on va noter petit g, sur laquelle on va pouvoir appliquer le théorème de Rolle. Donc, la démonstration va commencer comme ça. On pose une nouvelle fonction g. Elle est définie donc sur le même intervalle, hein, AB, et puis, elle, à n'importe quel réel t, elle associe f de t, moins ici, et on va prendre ici une fonction affine. Alors, ici, on a un peu l'embarras du choix. En fait, on peut un peu prendre n'importe quelle fonction affine de pente P. Je vous propose de prendre celle-ci, regardez ici sur le schéma à cet endroit-là, de prendre exactement cette fonction affine-là. Vous voyez, comme ça, c'est très géométrique. On va vraiment faire la fonction f en bleu, moins cette fonction affine en rouge. Alors cette fameuse fonction affine, il n'y a pas vraiment de secret, hein. C'est une fonction qui est donc de pente P, donc ça va être quelque chose en P fois T, mais pas n'importe laquelle. Il faut que par exemple en petit a, ça vaille f de a. Alors regardez, là il suffit un peu de bricoler. Ici en t, on va pas prendre t, on va plutôt prendre t moins a. Là si je fais ça, j'obtiens ici une fonction affine qui est nulle en petit a. Ça donne 0. Et donc si maintenant je ne veux pas que ça donne 0 mais f de a, eh bien j'ai juste à rajouter f de a. Donc ça donne f de a plus p fois t moins a. Là j'ai mis en rouge les quantités qui dépendaient de t pour bien voir la dépendance. Et puis cette chose-là, hein, je peux lui donner un nom, grand A de t, c'est bien une fonction affine. Alors cette nouvelle fonction g, elle vérifie en fait toutes les hypothèses du théorème de Rolle. Elle est continue ici sur le segment AB, bah oui, tout simplement par somme de fonctions continues. Ensuite, elle est dérivable sur AB ouvert, puisque f est elle-même dérivable sur AB ouvert, et une fonction affine, elle est dérivable partout, donc par somme de fonctions dérivables. Au passage, d'ailleurs, on peut tout de suite la dériver, hein, pour tout t appartenant à AB. Par somme de dérivées, g' de t, bah, c'est f' de t, moins la dérivée de cette fameuse fonction affine, et la dérivée de cette fonction affine, c'est p. Hein.
Voilà, donc il n'y a pas de mystère sur ce que vaut la dérivée de g. Et puis enfin, cette fonction, étant donné que f d'une part et la fonction affine grand A d'autre part valent la même chose en A et en B, à savoir f de A et f de B, eh bien g qui est la différence des deux, elle vaut 0 en petit a et également 0 en petit b. En particulier, on a que g de A est égal à g de B, pour dire que la fonction g admet toutes les hypothèses du théorème de Rolle. On va donc pouvoir lui appliquer ce théorème. Il dit la chose suivante: il existe un C appartenant à AB ouvert, tel que g' de C est égal à 0. Or, d'après ce qu'on a dit ici, g' de C c'est f' de C moins P, ce qui nous donne que f' de C moins P est égal à 0, et donc f' de C est égal à P. On a bien démontré le théorème, puisque je rappelle que P, on l'avait dit au début de la démonstration, c'est bien cet accroissement entre A et B. Pour parenthèse, dans l'arbre généalogique des théorèmes d'existence en analyse, l'égalité des accroissements finis, il se situe ici comme un enfant naturel du théorème de Rolle. À ce stade, il est nécessaire de faire une pause pour faire le point sur deux notions qui concernent les fonctions dérivables sur un intervalle, à savoir d'une part les accroissements de cette fonction f, et d'autre part les nombres dérivés de f. Commençons par les accroissements. Un accroissement, c'est donc une quantité de ce type-là, f de x moins f de y sur x moins y, où x et y sont deux éléments de i. Attention, ils doivent être différents pour pas qu'on divise par 0. Géométriquement, un tel nombre, on le sait, c'est la pente de la corde qu'il y a sur le graphe de f entre les points d'abscisse x et y. Par définition, un accroissement, c'est donc une quantité qui dépend de deux variables, x et y. On est l'accroissement entre deux points. Au passage, on peut d'ailleurs remarquer que l'accroissement entre x et y est égal à l'accroissement entre y et x. En effet, qu'est-ce qui s'est passé ici pour passer de gauche à droite? Eh bien, on a multiplié par moins 1, mais on a multiplié par moins 1 en haut et en bas. Ce qui fait que ça se simplifie et l'égalité est donc vraie. D'autre part, si jamais on fait l'hypothèse que x est strictement plus grand que y, comme c'est le cas par exemple sur le schéma que j'ai fait, alors on remarque que dire que l'accroissement entre x et y est positif, eh bien c'est complètement équivalent à dire que son numérateur ici est positif, puisque le dénominateur x moins y, il est strictement positif par hypothèse. Et ça, c'est équivalent à dire que f de x est plus grand que f de y. C'est tout bête, mais on comprend ici que du coup, étudier le signe de l'accroissement ici entre x et y, c'est en fait comparer f de x ici à f de y. Si l'accroissement entre les deux est positif, comme c'est le cas ici, eh bien f de x est plus grand que f de y, et à l'inverse, si jamais il est négatif, f de x est plus petit que f de y. Une conséquence immédiate de cela, c'est que par exemple, on a l'équivalence entre d'une part le fait que f soit croissante, et d'autre part, le fait que tous ces accroissements sont positifs. Et cette équivalence, on l'a aussi à propos de la croissance stricte. F est strictement croissante sur i. Ça, c'est équivalent à dire que tous les accroissements de f sont strictement positifs. Gardons cela à l'esprit, on va s'en servir. Passons maintenant au nombre dérivé. Ce sont donc les f' de t, où t appartient à i. Géométriquement, on le sait, f' de t, c'est la pente de la tangente du graphe de f en t. Et donc, par définition, une quantité du type f' de t, c'est une quantité qui ne dépend que d'un seul paramètre t. On parle du nombre dérivé en un point. Ces deux notions, accroissement d'une part et nombre dérivé d'autre part, sont deux notions différentes. Mais elles ont des liens, et c'est bien ces liens qu'il faut comprendre si on veut comprendre la suite. Le premier lien qu'il y a, c'est tout simplement la définition d'un nombre dérivé f' de t. f' de t, c'est la limite lorsque h tend vers 0 de f de t plus h moins f de t sur h, et cette quantité-là, c'est bien un cas particulier d'accroissement, puisque c'est l'accroissement entre les nombres t et t plus h. Autrement dit, tout nombre dérivé est, par définition, la limite d'accroissement. Ça permet en fait de faire un lien de la gauche vers la droite. En effet, si jamais on a des informations sur les accroissements, par exemple qui sont positifs ou négatifs ou bornés, alors on va pouvoir obtenir des informations sur les nombres du type f' de t par des passages à la limite. L'exemple le plus simple, c'est, imaginons par exemple qu'on est dans une situation où tous les accroissements sont positifs. Alors, en particulier pour tout t, tous ces accroissements-là, et pour tout h, sont bien positifs. Donc, par passage à la limite dans une inégalité large, tous les nombres du type f' de t sont eux-mêmes positifs.
qu'est-ce qu'on vient de démontrer ici? Eh bien, on vient de démontrer que si jamais une fonction est croissante, on l'a dit tout à l'heure, une fonction est croissante si et seulement si ses accroissements sont positifs. Donc, si une fonction est croissante, alors sa dérivée est positive. Laissons ça dans un coin. La morale est bien que si on a une information sur les accroissements, alors on peut en déduire une information sur les nombres dérivés en faisant des passages à la limite. Maintenant, et c'est là qu'on va comprendre l'importance de l'égalité des accroissements finis, c'est que c'est précisément un outil qui nous permet de faire un lien dans l'autre sens. En effet, il nous dit que, réciproquement, tout accroissement, c'est-à-dire toute quantité du type f de x moins f de y sur x moins y, tout accroissement est un nombre dérivé, puisque d'après l'égalité des accroissements finis, il est du type f' de c pour un c qui est compris entre x et y. Et cette chose, elle est bien valable pour tout y et pour tout x. Donc c'est vraiment tout accroissement est un nombre dérivé. Du coup, si jamais on a une information sur les nombres dérivés, comme par exemple qui sont tous positifs ou tous négatifs ou alors bornés, alors immédiatement, on a la même information sur les accroissements. L'exemple le plus simple, c'est si jamais on suppose que tous les nombres dérivés sont positifs, c'est-à-dire cette chose-là, alors immédiatement tous les accroissements sont eux-mêmes positifs, puisqu'ils sont tous égaux à des nombres dérivés, ce qui signifie donc que la fonction f est croissante. J'obtiens ici la réciproque de la première implication. On obtient alors cette célèbre équivalence, valable sur un intervalle, attention, juste sur un intervalle, entre le fait qu'une fonction soit croissante et le fait que sa dérivée soit positive. Au passage d'ailleurs, on l'obtient aussi l'équivalence entre le fait qu'une fonction f soit décroissante et le fait que sa dérivée soit négative. Il suffit d'appliquer cette équivalence non pas à la fonction f, mais à la fonction moins f. Et puis en si bon chemin, on a aussi que f est constante sur i, si et seulement si sa dérivée est nulle. En effet, une fonction constante, c'est tout simplement une fonction qui est à la fois croissante et décroissante, ce qui signifie sur sa dérivée qu'elle est à la fois positive et négative, c'est-à-dire nulle sur i. Alors vous voyez, c'est satisfaisant d'obtenir enfin ces théorèmes, des théorèmes qui ont bien évidemment une importance pratique énorme. 9 fois sur 10 quand on dérive une fonction, c'est pour avoir ces variations, et donc c'est pour utiliser ces théorèmes. Mais d'une certaine manière, à ce stade de l'année, ils sont relativement anecdotiques, puisqu'on le savait déjà. Là, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment que vous compreniez ce double lien entre accroissement et nombre dérivé. Dans un sens, en utilisant que tout nombre dérivé est par définition une limite d'accroissement, et dans l'autre sens, par le fait que tout accroissement est égal à un nombre dérivé, est égal à un f' de c, par l'égalité des accroissements finis. Si vous avez compris ce double lien, alors vous avez tout compris à ce cours. Au passage, puisqu'on parle ici de croissance et de décroissance, il y a un théorème qu'on a beaucoup utilisé depuis le début de l'année, mais qu'on n'a jamais démontré, c'est le suivant. Si jamais une fonction f, donc dérivable sur un intervalle i, vérifie que sa dérivée est strictement positive, mais pas partout, elle est strictement positive, sauf en un nombre fini de points où la dérivée s'annule. Alors, dans cette situation, la fonction f est bien strictement croissante sur l'intervalle i. C'est un théorème très utile parce que ça arrive souvent quand on étudie une fonction, que ça ne nous suffise pas qu'elle soit juste croissante, on veut qu'elle soit strictement croissante, notamment pour appliquer par exemple le théorème de la bijection monotone. Or, parfois, quand on regarde sa dérivée, la dérivée n'est pas strictement positive partout, il y a quelques points isolés, notamment au bord, où la dérivée s'annule. Donc ce théorème permet de dire que c'est pas grave et que la fonction est tout de même strictement croissante. Bien évidemment, le théorème admet une version symétrique. Si la dérivée est strictement négative sauf en un nombre fini de points, alors la fonction est bien strictement décroissante sur l'intervalle. Nous, on va démontrer le cas croissant, puisque de toute façon, on peut s'y ramener en travaillant sur la fonction moins f plutôt que sur la fonction f. Je vous fais la démonstration rapidement. Alors déjà, on sait que f' est peut-être pas strictement positive partout, mais elle est positive partout. Donc ça nous donne déjà que la fonction f est croissante. Maintenant, nous, on veut montrer qu'elle est strictement croissante, et pour ça, on va se ramener à la définition. On va fixer deux réels a et b, ordonnés dans ce sens, et le but est de démontrer que f de a est strictement inférieur à f de b. Entre a et b, par hypothèse, il peut y avoir des points sur lesquels la dérivée s'annule. Ces points, on va les noter les xi.
Ils sont en nombre fini, hein. Ici j'ai noté n le nombre de ces points, c'est donc les x1, xn, et donc ce qu'on sait par hypothèse, c'est que pour tout t appartenant à AB, mais t différent des xi, on a que f' de t est strictement positif. Ok, bon, maintenant nous on veut montrer que f de a est strictement plus petit que f de b. Bon déjà, comme on le disait, la fonction f est croissante, donc pour tous ces points a, x1, x2 jusqu'à xn et jusqu'à b, on sait que leurs images vérifient les inégalités suivantes. F de a ici est plus petit que f de x1, qui lui-même est plus petit que f de x2, etc., 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 jusqu'à f de xn qui est plus petit que f de b. Bien évidemment ici, vous remarquez que j'ai mis des inégalités larges, et c'est bien ça le problème. Seulement voilà, vous voyez sur ce schéma, tous ces petits intervalles-là, si jamais on zoome sur l'un d'entre eux, n'importe lequel, par exemple ici, l'intervalle entre xi et xi plus 1. Là, sur cet intervalle ouvert, on sait que tous les nombres dérivés sont bien strictement positifs. Or, d'après l'égalité des accroissements finis, l'accroissement entre xi et xi plus 1, eh bien, il est égal à f' d'un c qui est compris entre xi et xi plus 1, et qui est bien dans l'intervalle ouvert. Donc le f' de c qui est ici, il est strictement positif. Du coup, cet accroissement qui est ici est lui-même strictement positif. Du coup, son numérateur est lui-même strictement positif, ce qui signifie que f de xi plus 1 est strictement plus grand que f de xi. Ce raisonnement qu'on vient de faire, en fait, il est vrai pour n'importe quel i. Ça signifie donc que ici, toutes ces inégalités larges qu'on avait sont en réalité des inégalités strictes. Voilà, et c'est même vrai entre a et x1 ici, et entre xn et b ici. En fait, il suffit juste de poser x0 égale a et xn plus 1 est égal à b, et on fait un raisonnement entre xi et xi plus 1 pour tout i appartenant à 0n ici. Quoi qu'il en soit, par transitivité, on a bien que f de a est strictement inférieur à f de b. Ce qui termine la démonstration. Au passage, vous voyez qu'on a montré que toutes les inégalités larges étaient strictes, mais il n'y a pas vraiment besoin en fait. Il y avait juste besoin de montrer que l'une d'entre elles était stricte, ça suffisait.